Le président guinéen Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo se sont rencontrés mercredi à Conakry sans annoncer de décision. L'organisation Human Rights Watch a réclamé une enquête sur la mort suspecte d'un détenu en Tunisie. Des acteurs de la société civile donnent de la voix. Ils dénoncent le mariage des filles mineures, un fléau qui va grandissant. C'était lors d'un colloque organisé au Maroc. L'information sur Sika, ravi de vous retrouver. Le président guinéen Alpha Condé et le chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo se sont entretenus mercredi à Conakry. Une rencontre très attendue après un mois et demi de bras de fer autour du calendrier électoral, sans cependant annoncer de décision. Ce tête-à-tête initialement prévu le 8 mai est repoussé à la demande de l'opposant en raison des violences était le premier depuis 3 ans entre les deux hommes, rivaux du second tour de l'élection présidentielle de 2010 dans le pays. Le chronogramme arrêté par la Commission électorale nationale indépendante prévoit un scrutin présidentiel en octobre avec un premier tour le 11 octobre et des élections locales en mars 2016. Alors que l'opposition réclame la tenue des locales avant la présidentielle, les opposants soupçonnent le pouvoir de vouloir utiliser les exécutifs communaux désignés par lui, faute de scrutin à cet échelon depuis 2005 pour orchestrer des fraudes, ce que dément catégoriquement le président Condé. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch réclame à la Tunisie une enquête sur la mort suspecte d'un détenu. Celui-ci avait accusé la police de l'avoir torturé lors d'une précédente arrestation. Reportage. Abdelmajid Ejdaï est mort le 13 mai au siège de la gendarmerie à Sidi Bouzid dans le centre-ouest. Il avait porté plainte pour torture 4 semaines auparavant contre des policiers de la même région qu'il avait arrêtés en février. Le ministère de l'Intérieur avait indiqué dans un communiqué qu'il avait été arrêté le 12 mai pour le vol d'un camion et qu'il s'était suicidé par pendaison le lendemain. Selon le ministère, une enquête a été ouverte. Human Rights Watch juge cette mort suspecte et constate un phénomène d'impunité en Tunisie. D'abord le fait qu'ils n'ont informé la famille que 8 heures après le décès. Également, il y a des traces de coups d'après l'autopsie. Et le troisième point, c'est que cette personne a déjà porté plainte contre la garde nationale et la police de Sidi Bouzid pour l'avoir torturé pendant une arrestation précédente. L'impunité, en fait, un des éléments principaux dans la persistance du phénomène tortionnaire en Tunisie, puisque l'impunité ne fait qu'alimenter le sentiment d'immunité dont bénéficient les auteurs d'actes présumés de torture. Quand la justice ne met pas fin à ce cycle infernal, impunité donc et torture, ça veut dire que ces actes-là vont se perpétrer. La torture par des policiers de suspects en détention reste un problème en Tunisie, affirme l'organisation en rappelant avoir alerté sur 2 autres morts suspectes en détention depuis 2013. Le rapporteur des Nations Unies sur la torture avait affirmé l'an dernier que cette pratique, largement répandue sous le dictateur Zine El Abidine Ben Ali, persistait en Tunisie malgré la volonté affichée des autorités d'y mettre fin. En bref et en image, le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé mercredi soir à Dakar, première étape d'une tournée dans 3 autres pays d'Afrique subsaharienne. Il a été accueilli à l'aéroport de la capitale sénégalaise par le président Macky Sall et des membres de son gouvernement. Le roi Mohamed VI doit rester au Sénégal une semaine pour un séjour dont les détails n'ont pas été dévoilés. Les dirigeants sénégalais et marocains doivent signer une quinzaine d'accords de coopération lors de cette visite. Après le Sénégal, il doit quitter le 27 mai selon une source officielle. Mohamed VI est attendu en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Gabon lors de visites de travail et d'amitié en Afrique subsaharienne selon le Palais Royal. Le mariage des mineurs, qui concerne 15 millions de fillettes chaque année dans le monde, est un fléau alimenté par la pauvreté, l'ignorance et la peur. Une pratique contre laquelle il faut accélérer la lutte, selon des acteurs de la société civile qui ont organisé un colloque inédit à cet effet au Maroc. Reportage.
Quelques 10% des femmes vivant sur Terre ont été mariées avant leurs 18 ans, selon l'ONG Girl Not Bride, qui regroupe 450 organisations de la société civile de 70 pays et est à l'origine de ce colloque tenu mardi à jeudi à Casablanca. Au niveau mondial, on sait maintenant qu'il y a près de 15 millions de filles qui sont mariées chaque année à travers le monde. C'est quand même un nombre énorme. C'est une fille sur 3 dans les pays en voie de développement qui est mariée avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 9 qui est mariée avant l'âge de 15 ans. Si rien n'est fait, d'ici 2050, ce sont 1,2 milliard de filles qui seront mariées de force. Fin 2014, l'Assemblée générale de l'ONU a pour la première fois adopté une résolution appelant les gouvernements à interdire les mariages des enfants. L'Union africaine, de son côté, a lancé une campagne sur 2 ans pour mettre fin au mariage des enfants, pendant que plusieurs gouvernements d'Asie du Sud ont adopté un plan d'action régional pour agir conjointement. Il faudra aussi élaborer des stratégies pour le maintien de ces filles dans le système éducatif. À côté de ces stratégies de maintien-là, il faudra également les protéger contre les abus et les violences. Parce que souvent, c'est ça la crainte des communautés, laisser sa fille aller étudier dans un environnement qui n'est pas sécurisé. La fille qui se marie à 12 ans, par exemple, on la prive du droit de l'éducation, le droit de continuer sa vie, le droit de développer sa personnalité indépendante, psychologiquement, socialement et financièrement. Mais, contrairement aux idées reçues, le phénomène n'est pas toujours l'apanage des pays en développement, notamment car de telles coutumes restent répandues dans les communautés d'immigrés. Quand on parle de mariage d'enfants, c'est une décision qui est prise entre un père et une mère ou qui est prise par un des parents qui a la tutelle de l'enfant. Donc c'est à ce niveau qu'il faut d'abord intervenir. Et la deuxième chaîne, c'est au niveau de la communauté pour que dans un ensemble, en tout cas conjugué, la communauté puisse percevoir ces dangers-là. Et maintenant, au niveau, en tout cas national, pour qu'il y ait des règles qui définissent les conditions dans lesquelles ce mariage-là doit se faire. Au Maroc même, le mariage des mineurs reste une préoccupation. Si le Code de la famille adopté en 2004 l'interdit, un juge garde la possibilité d'y déroger. En 2013, plus de 35 000 cas ont été enregistrés, contre 18 000 10 ans plus tôt. Les députés planchent depuis des mois sur les moyens d'y remédier, mais peinent à trouver un terrain d'entente. Au Mali, la MINUSMA a été attaquée par un homme armé hier mercredi. Au cours de l'attaque, un gardien d'une résidence de la mission de l'ONU a été blessé par balle. L'auteur de l'attaque, qui a réussi à prendre la fuite, a abandonné sur place 2 grenades non explosées. Au Mali, la mission onusienne MINUSMA a fait l'objet d'une attaque. Un homme armé a tenté de mettre le feu à un véhicule de la MINUSMA garé devant la résidence de plusieurs personnels militaires de la mission et a tiré sur le gardien de la résidence avant de prendre la fuite. Une attaque fermement condamnée par la MINUSMA qui dénonce que cette attaque contre son personnel et ses biens constitue un crime grave au regard du droit international. Alertée, la police malienne s'est déployée sur les lieux avec la sécurité de la MINUSMA pour mener les investigations initiales et une équipe du service anti-mine de la mission a été chargée de neutraliser 2 grenades non explosées retrouvées sur place. Cette attaque survient plus de 2 mois après le premier attentat à Bamako contre des Occidentaux qui visait un bar très fréquenté par les locaux et les expatriés, faisant 5 morts, dont 3 Maliens, un Français et un Belge. Cet assaut avait été revendiqué par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. C'est à présent l'instant de la revue de presse africaine après ceci. La revue de presse africaine avec Joël Yetonji. Bonjour Joël. Bonjour Bella et bonjour à tous. Alors la revue de ce matin, nous la débutons par le Mali où un nom est sur toutes les lèvres depuis hier, Abdelkarim Al-Targhi. Eh oui, il s'agit là du nom précis, Jeune Afrique, du très célèbre chef djihadiste du Nord Mali, tué par l'armée française. Photo à l'appui, Jeune Afrique précise les conditions de l'assassinat du concerné. Guinée-Conakry Info croit savoir que la France s'est enfin vengée. L'observateur Palga parle plutôt de la fin de règne d'un prince du rapt. Le pays, quant à lui, y voit l'assassinat du meurtrier de Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Mais la France, souligne le pays,
doit se garder de tout triomphalisme. Le délit comme il lit tout autre événement, la justice divine serait passée par là pour que le célèbre chef djihadiste rende enfin l'âme. Rendons-nous au Burundi. Pierre Nkurunziza a finalement souscrit à une révision du calendrier électoral. Oui, l'information est la une de bien des sites d'information. Afrique.com affiche Pierre Nkurunziza reporte les élections au 2 juin. Izanganiro, le site burundais d'information, précise qu'il s'agit plutôt de report d'une semaine, soit précisément à la date du 2 juin et non le 2 juin. Arib revient sur les reports. Les élections se dérouleront dans la paix, laquelle règne au Burundi, dit Nkurunziza. Le report concerne les législatives et communales, souligne Arib. Africa Time. Le président Nkurunziza met en garde les médias contre les informations qualifiées d'encourageant l'insurrection. Et parlant toujours de médias, Iwasu précise que les médias locaux fermés sont jusqu'à présent interdits d'accès. Joël Yetonji en Guinée, il souffle désormais comme un air de dégel après la rencontre entre le chef de l'État et Cellou Dalein Diallo. Tout à fait, Aminata, avec ce titre, le président Alpha Condé reçoit le chef de file de l'opposition, une rencontre qui aura duré 50 minutes. Guinée News, la direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, résume le tête-à-tête Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo en 7 points. Africa Guinée, rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, la montagne a accouché d'une souris. Guinée 360, le chef de file de l'opposition déçu après sa rencontre avec le président Condé. En Côte d'Ivoire, les membres de la CNC étaient en conclave hier. Au cœur des débats, la non-signature de charte par Essi Amara, n'est-ce pas? Tout à fait. LG Info rapporte dans sa publication du jour qu'il s'agit d'une rencontre de vérité entre les membres de la CNC hier. Essi Amara est plutôt en route, lui, pour Abidjan et laisse ses compères décider de son sort. L'Inter parle de la coalition de l'opposition de loup soupçon sur Essi Amara. Ces deux conditions pour signer la charte de la CNC à lire dans les colonnes de l'Inter, qui revient sur le transfèrement de Simone Gbagbo. La CPI met la pression. Soir Info nous parle de la justice de Simone Gbagbo, une importante décision prête pour elle. De quoi s'agit-il? À découvrir avec Soir Info. Et nous terminons avec Notre Voix qui parle aussi de l'affaire Simone Gbagbo. La CPI se prononce le 27 mai. Et puis, 4e congrès extraordinaire du FPI, tous au Palais des Sports ce matin. Eh bien, merci à vous, Joël Yetonji. Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.